Bonjour, vidéo numéro T011 A sur les Cinars. Voilà. Alors, alors donc les Cinars. Cinars, c'est une marque suisse qui a été créée, qui a été issue des désirs d'un photographe d'avoir une chambre et ainsi de suite. Et puis il a d'abord fait fabriquer ses chambres par la marque Arca, et puis après il a monté son entreprise et il a fabriqué ça, grosso modo c'est ça, enfin bon. Voilà, donc c'est un appareil photo, c'est une chambre photographique qui a été conçue, pensée par un photographe. Et pas forcément par des ingénieurs. Donc ça implique pas mal de choses. Arca, excuse-moi, Cinar est une marque qui est vraiment très très bien répandue, à tel point c'est que bon, si vous faites une recherche sur eBay entre les différentes marques de chambres, vous allez vous apercevoir que du Cinar on en trouve beaucoup beaucoup parce que ça s'est très bien vendu. Alors des fois il y a des choses qui se vendent très bien parce qu'ils ont un bon service commercial, des fois c'est des choses qui se vendent très bien parce que ça correspond à un niveau de besoin. C'est-à-dire que c'est pas forcément le truc luxe, mais c'est quand même bien quand même. Mais c'est pas forcément le truc bas de gamme. Et voilà. Parce que notamment il y a beaucoup d'exemples où vous allez avoir par exemple trois gammes différentes dans un même objet. Et c'est pas le bas de gamme qui se vend bien, c'est pas le haut de gamme qui se vend bien, c'est le milieu de gamme. Parce que les gens ne veulent pas le bas de gamme, mais ils n'ont pas les moyens forcément pour le haut de gamme, et donc du coup, ce qui tourne bien, c'est le milieu de gamme. Voilà. Et puis, il y a des choses qui se vendent bien, tout simplement parce que c'est bien. Voilà. Et c'est pas parce que c'est pas cher. C'est pas. Alors, Sinar n'était pas réputé ne pas être cher. Il y avait beaucoup de marques moins chères comme Combo, comme Horseman. Il y avait des marques plus chères, je pense, comme Linoff. Linoff, à mon avis, c'est plus cher que Sinar au prix de vente, je n'ai pas vérifié. Euh, les... À mon avis, ce qui a fait le succès de Sinar, c'était pas forcément un service commercial les plus doués qu'il existait non plus. Donc c'est pas ça non plus qui a fait son succès. C'est simplement que c'est un système de chambre qui est bien pensé et qui offre le moins de difficultés quand on crée le système, quand on l'utilise, et qui finalement offre à moindre coût le plus de versatilité. Voilà, je pense que c'est ça qui fait que ça a eu du succès. Donc, je ne sais pas quand ça date, ça doit dater des années 50, quelque chose comme ça, 50, 54, chose comme ça. Et donc, chez Sinar, il y a deux générations, et dans la dernière génération, il y a trois versions. Voilà, grosso modo. Donc, on va voir ça euh, en séquence, petit à petit, suivant un ordre chronologique, et, euh, et donc, et je vais vous les montrer au fur et à mesure, parce que c'est quand même assez lourd, c'est quand même assez encombrant et ça va pas être évident. Voilà. Donc le premier modèle qui est sorti, c'est la Norma. Alors Sinar, ils se sont limités, façon de parler, à trois formats, le 4.5, le 5.7 et le 8.10. Et dans la dernière génération, qui est la génération 3, dans la dernière version de la deuxième génération, qui est la version 3, ce sont en fait des chambres 6-9. Voilà, parce que ce sont des chambres à l'ère du digital, donc on n'a pas besoin de laisser passer autant de lumière que pour le 4.5, et donc du coup, ils ont fait des cadres plus petits, avec des nouveaux soufflets, avec des nouveaux cadres, et ainsi de suite. Bon. Je vais vous présenter les chambres sans soufflet parce que c'est relativement encombrant à déplacer.
C'est pas très lourd, mais c'est encombrant. Et le gros avantage de Sinar, c'est que ils ont exploité à fond le principe de symétrie. Voilà. Et grosso modo, si on voulait faire un petit gimmick sur Sinar, on dirait que Sinar, c'est comme le cochon, tout est bon, et on jette jamais rien. Voilà. Et donc, le premier soufflet, c'est le soufflet standard. Donc, moi, j'ai du 4-5 essentiellement, et j'ai l'AP en format 8-10 aussi. Voilà, mais je vous présenterai ça plus tard. Donc le soufflet standard, c'est le soufflet 4-5. Voilà, donc il est carré. Il est carré. Ça peut s'étirer jusqu'à 40 cm à peu près. Voilà. 40 cm ou 30 cm? 40 cm, je crois. Une entreprise qui s'appelle Horseman a utilisé la même bride. Et donc on peut utiliser les soufflets Horseman. Et chez Horseman, il y a deux longueurs, il y a 40 et 60 cm. Voilà. Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc ça, c'est le soufflet standard, carré, machin chose. Et dans les soufflets grand angle, il y a deux soufflets grand angle. Alors moi, j'en ai que d'une seule sorte. Il y a le soufflet grand angle à une seule alvéole. Donc c'est une seule grande alvéole. Et il y a un soufflet à deux alvéoles. Et le soufflet à deux alvéoles permet des mouvements de décentrement un peu plus faciles pour les grands angles. Enfin, c'est pour ça qu'il est vendu. Et alors je n'en ai pas parce que j'en ai déjà suffisamment des comme ça pour mon bonheur. Donc voilà, donc je vais vous présenter les chambres sans soufflet. Ça permettra peut-être de mieux voir et ça sera plus agréable pour moi à vous montrer. La première chambre, alors le forum typique pour si vous êtes intéressé au grand format en France et en francophone, c'est le forum Galerie Photo et le site Galerie Photo où il y a beaucoup de documentation. C'est un site que je vous invite à aller fouiller et c'est un forum auquel je vous incite à vous inscrire, si au moins pour aller le lire, poser des questions et ainsi de suite. Voilà. Une autre chose que je vous invite avant même de commencer quoi que ce soit dans le grand format, c'est de trouver ce livre-là que j'ai déjà présenté dans les vidéos sur les Graflex, dans la vidéo T009D. Voilà, ça c'est le mode d'emploi des chambres Sinar. Donc c'est un livre, c'est un mode d'emploi et c'est un cours photographique qui va vous expliquer grosso modo du point zéro jusqu'au maximum comment utiliser une chambre grand format et notamment une Sinar. Mais c'est valable pour toutes les chambres. C'est parce que grosso modo, elles répondent aux mêmes problèmes. Donc, elles sont censées résoudre les mêmes problèmes et donc offrent des solutions qui peuvent être différentes, mais qui permettent de résoudre les mêmes problèmes. Et justement, si vous lisez ce bouquin-là avant et que vous essayez de comprendre comment le système Sinar résout le problème et comment l'architecture de la chambre résout le problème, vous serez plus à même et plus apte à comprendre ce qu'une autre chambre d'une autre marque va offrir comme possibilité de mouvement et va permettre de résoudre les problèmes plus ou moins simplement par rapport à une chambre par rapport à une autre. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais lu avant de récupérer ma première chambre, qui était une Sinar. Enfin, ma toute première chambre, c'était la chambre 9-12 de mon grand-père, qui m'a donné gentiment. Et du coup, et après j'ai eu une Sinar F. Voilà. Donc le premier modèle de la Sinar que Sinar est sorti, c'est la Sinar Norma. Voilà. Alors, donc, je vous présente une Sinar Norma, donc sans le soufflet. Donc on a un cadre avant sur lequel on va fixer l'objectif devant, le soufflet entre les deux, et après on a le cadre arrière avec le dépoli. Voilà. Ici je l'ai monté avec le dépoli de l'époque de la Norma. Alors il n'est pas à la couleur de la Norma, normalement il devrait être vert, mais je n'ai pas retrouvé mon dépoli vert. Mais c'est exactement le même que vous pouvez avoir. Ce dépoli, je vous l'ai déjà montré dans les vidéos sur les Graflex, donc dans les dernières vidéos sur la Graflex,
pas la dernière, l'avant-dernière, la T009C, où je vous explique que le Do Cynar est au standard Graflex. Voilà, est exactement au standard Graflex. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Alors, c'est une chambre qui est toute métallique, qui n'est pas très très lourde. Hein. Je me souviens plus, je les avais pesés, on doit être tout autour de 2,5 kg, 2,7 kg en ordre de marche, des choses comme ça. Là, elle est présentée avec un rail court. Voilà, parce que normalement, le rail standard fait 30 cm. Et comme j'ai plusieurs chambres, mais j'ai réussi à n'avoir qu'un seul rail standard, ce qui est très intéressant. Et donc le rail standard, on va le voir sur la Cynar F. Donc ça, c'est le premier modèle qu'ils ont sorti dans les années 50. C'est un modèle qui a été copié par Toyo. Alors, je ne suis pas bien spécialiste, mais c'était un... Et donc ça, c'était fabriqué chez Arca au début. Au début, c'était fabriqué chez Arca. Et après, c'était fabriqué chez Cynar. Et donc, on a les corps avant et les corps arrière qui sont exactement les mêmes. Simplement, il y en a un qui est monté pour être encore avant, l'autre qui est monté pour être encore arrière. Mais on pourrait très bien les tourner dans l'autre sens. À tel point, ils sont à tel point identiques et à tel point symétriques, c'est que au niveau à bulle près qui sont sur le corps arrière et le nom, la marque qui est sur le corps avant, si vous êtes gaucher, vous pouvez l'utiliser en gaucher. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de démonter le dépoli pour le mettre à la place de l'objectif, et puis l'objectif à la place du dépoli, et vous avez une chambre qui est en gaucher. Voilà. Alors c'est une chambre qui n'a pas donc on a des boutons de système de mise au point, on a des boutons de réglage de décentrement, de bascule et ainsi de suite, et on va voir ça gentiment comme ça. Cette chambre, donc, qui est la première de la série, utilise déjà des rails au standard actuel, sauf qu'il faut faire attention, les toutes premiers rails et les toutes premières rallonges de ces rails-là utilisent un système de détrompeur qui n'est pas à base de téton cylindrique, mais qui est à base d'une petite languette métallique. Et la languette métallique est plus longue que le téton cylindrique. Ce qui fait que les éléments à languette ne rentrent pas dans les femelles des éléments à téton cylindrique. Voilà. Alors vous avez deux solutions, soit vous rachetez l'élément correct avec téton cylindrique, et je vous engage à essayer de trouver que du téton cylindrique, soit vous sortez votre Dremel et puis vous coupez la languette à mi-longueur de façon, et puis vous mettez un coup de lime de façon à ce que ça rentre dans la femelle qui va bien. C'est plus simple de raccourcir le mâle que de rallonger, que d'approfondir la femelle. Voilà. L'embase du pied est compacte. On va voir plus tard dans la Cynar F que l'on peut avoir qui utilise une autre embase de pied qui, elle, est plus longue. Ces embases de pied utilisent le gros diamètre le filetage gros diamètre, donc le filetage du congrès, voilà, tout modèle confondu, et ont le même diamètre de base, tout modèle confondu. C'est un truc qui fait à peu près 6-7 cm de diamètre. Je vous avais présenté dans les vidéos sur trépied la rotule Cynar qui est destinée à être utilisée sur les chambres Cynar. C'est un confort indéniable, ça n'est pas une obligation. Le but de la rotule Cynar est de permettre de mettre le banc horizontal, donc de mettre ce qu'on appelle le banc, c'est la tige que l'on voit qui dépasse là, c'est ça ce qu'on appelle le banc. Alors moi je suis en chromé, donc tout est chromé, je suis désolé. Et donc on le met horizontal en général, mais si vous voulez photographier un objet ou tout comme ça, vous êtes peut-être intéressé pour l'incliner vers l'avant. En aucune manière on a besoin de tourner la chambre sur le côté. Donc c'est pour ça que la rotule Cynar est une rotule avec simplement deux axes, un axe de panoramique et un axe de élévation,
et non pas une tête 3 axes, et non pas une tête 3 axes comme vous avez peut-être sur votre trépied déjà. C'est bien sûr beaucoup plus confortable qu'une rotule boule, parce que la rotule boule, ça bouge dans tous les sens jusqu'à temps que vous la serriez, et c'est beaucoup plus simple pour régler l'horizontalité. Après, on a un bouton molleté ici sur le support de l'axe, et qui permet de tourner, alors il faut le desserrer correctement, hop, 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 voilà, sans se pincer les doigts, et ça permet de tourner la base et la chambre sur sa base. Donc on a, quand on a la rotule Sinard plus la rotule Sinard, eh bien on a finalement une tête 3D, sauf que la rotation autour de l'axe, ben, ça sert à corriger l'horizontalité quand on en a besoin. Voilà. Normalement, ça ne sert pas. En fait, c'est un réglage dont on se sert que très, très rarement, parce que bien sûr, on a réglé notre colonne de trépied parfaitement verticale. Donc du coup, l'axe de panotage est parfaitement horizontal, et l'axe de bascule vers l'avant est suivant un axe parfaitement horizontal, et donc tourne dans le bon plan. Donc ce truc de correction sert très très peu. Mais ils ont eu l'intelligence d'utiliser un rail cylindrique. Donc c'est un tube tout simple avec une nervure de détrompage. Voilà. Et si on prend un rail à longe, donc ça c'est une rallonge de banc, on va avoir au bout, ici au bout du doigt, on va voir, alors j'attends qu'il fasse la mise au point, vas-y fais la mise au point Coco. Voilà, on va avoir au bout du doigt le téton cylindrique qui va rentrer dans la rainure femelle. Voilà. La rainure femelle. Et là, on a une tige filetée. On a une tige filetée au milieu. C'est du M6, c'est du métrique 6 mm. Voilà, parce que c'était fabriqué en Suisse, donc c'est du filetage métrique. Fais la mise au point, Coco. Voilà. Alors. Voilà, c'est du métrique 6 mm. Donc on a un tube qui est relativement épais. D'un point de vue résistance mécanique, ça va très très bien. Et donc on peut, ça c'est une rallonge qui se met au bout du banc standard, et ça existe en 3 longueurs. Ça c'est une 45 cm, ça existe en 30 cm et en 15 cm. Là, la Norma, elle est présentée sur un rail à longe de 15 cm. Voilà. Mais ça, je vous expliquerai plus loin. Ces accessoires-là. On reconnaît les rallonges parce que le bout fileté, le bouton de manœuvre est rouge. Voilà. Et les rails standards ont des bouts noirs. Voilà. Donc, si vous voyez comment ça s'appelle, un banc, le banc de base, il a 2 extrémités noires. Voilà. Et elles ne se dévissent pas. Ça doit être collé ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas ça ne se dévisse pas. Alors que là, ça tourne. Voilà. On peut bien sûr utiliser un rail standard, une rallonge comme rail standard. Voilà. Et moi, il se trouve que ma première chambre était avec un banc, mais les 2 autres que j'ai eues après étaient toutes sur des allonges. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de n'avoir qu'un seul banc de base, parce que du coup j'ai des allonges et je peux m'amuser à les mettre bout à bout. Parce que bien sûr, comme c'est un système, eh bien, qui est bien pensé, on peut se servir d'une chambre comme une bague à longe pour une autre, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, voilà, et ça se range. Bon, ça c'est maman qui l'a fait. Voilà, et ça se range là-dedans, et du coup, ça ne s'escale pas dans la valise. Alors, le principe de la chambre est de pouvoir le principe de la chambre, c'est quoi? On a un corps avant, la chambre monorail. Là, ce que je vous présente, ce sont des chambres monorail techniques. Voilà, alors vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué. Monorail, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul rail.
et techniques, c'est-à-dire qu'elles sont la possibilité de faire plein de mouvements et de corriger plein de, plein de problèmes de perspective et de choses comme ça. Donc ça, c'est expliqué dans le bouquin que je vous ai présenté, et ça permet différents mouvements, des mouvements de translation et des mouvements de rotation. Voilà. Et quand on va faire de la photo d'objets, quand on va faire de la photo en champ rapproché, suivant la focale que l'on va utiliser, on va être amené éventuellement à avoir besoin d'un banc optique plus long que les 30 cm du banc standard, et utiliser un tirage plus grand que ce que permet les 40 cm, les 30 à 40 cm du soufflet standard. Voilà. Et donc du coup, le banc peut être allongé, donc comme je l'ai dit, à part 15 cm, 30 cm ou 45 cm. Ça peut être prolongé à l'avant ou à l'arrière, et ainsi de suite. Alors, il peut être prolongé à l'infini, puisque c'est mâle-femelle, 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 bon, sachant que la résistance mécanique fait qu'il y a un moment donné où ça crie banco. Alors, on peut mettre plusieurs supports au niveau du banc, hein. On peut mettre plusieurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, les manchons d'attache, là, ou je sais pas quoi, enfin bon, plusieurs embasses de pied, voilà, c'est ça, plusieurs embasses de pied, on peut en mettre deux, hein, bien sûr, et obtenir ainsi un support. Alors soit on fixe ça sur un trépied très très rigide avec une plaque entre les deux embasses de pied, donc on a les deux embasses de pied, on a une plaque et puis on fixe ça sur un trépied correct, soit on met un trépied devant, un trépied derrière, quoi, voilà. Mais bon, pour pouvoir caser un trépied devant, un trépied derrière, il faut quand même attaquer le 1 m, 1 m 50 de banc, vous voyez ce que je veux dire. Bon, 1 m 50 de banc, pour en avoir réellement besoin d'un mètre 50 de banc, soit vous faites de la macro à fort grandissement, soit vous utilisez des focales très longues. Voilà. Sachant que dans les focales, on va trouver des focales jusqu'à 1000-1200 mm à peu près facilement. Après, au-delà, il n'y a pas beaucoup de choix. Voilà. Sachant que, je vous rappelle, en format 4.5, la focale standard, c'est 150 mm. Donc un 300 mm, c'est jamais qu'un petit télé pour le portrait. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas non plus, et un 600 mm, bon, bah, c'est l'équivalent du 200 mm de focale en full frame, hein. C'est pas non plus, on va pas faire de la photo animalière à la chambre, hein. Faut pas rêver. Bon, et moi j'ai une fois pour... Alors donc il se trouve que j'ai 3 chambres, hein. J'ai une Norma, une F et une P, et il se trouve qu'une fois je me suis amusé à monter tout, tac tac tac, voilà, et j'avais réussi à faire des photos d'ailes de papillons qui étaient dans une boîte, hein. Les papillons ils bougeaient plus, en format, en grandissement, je sais plus, 6 fois ou quelque chose comme ça, avec un 180 mm de focale. Voilà, donc j'avais cette fois, j'avais 1 mètre, 1 mètre 20 j'avais 3 soufflets, donc je devais avoir 1 mètre 20 de tirage. Voilà. Bon, j'ai fait ça une fois pour m'amuser. Voilà, tu regardes la diapo, ouais, super, on voit les écailles sur l'aile du papillon, on est content. Bon, la chambre technique va vous permettre des mouvements. Alors, je vais essayer de me mettre... Je vais retoucher un peu mon cadrage, parce que ça m'évitera de porter le bazar, puis je vais peut-être mettre un peu d'angle de champ. Voilà. Hop. Hop. Et on va mettre un peu de focale, un peu d'angle de champ, et voilà. Bon. Un peu le bordel. On va virer ça. Voilà, on va virer ça aussi, on n'en a plus besoin. Voilà. Ça va tomber dans 5 minutes, ça va faire du bruit, mais c'est pas grave. Bon. Alors, donc on a le corps arrière avec le dépoli et on a le corps avant. Alors, les mouvements simples, on va avoir ce qu'on appelle un décentrement.
un décentrement. Alors, si, c'est desserré, c'est desserré. Hop, voilà. Un décentrement vers le haut. Voilà. Alors, le but du décentrement permet quoi? Donc, en photo d'architecture, si vous mettez votre dépoli parfaitement vertical, vous avez sa perpendiculaire qui est parfaitement horizontale, et donc l'objectif, lui, il va pouvoir viser parfaitement horizontal. Et du coup, le centre de votre image va correspondre peu ou prou à votre hauteur sur votre sujet. Et si vous photographiez un bâtiment, vous allez avoir moitié de sol et puis moitié de ciel. Et si vous voulez prendre le haut du bâtiment et pas le trottoir qui est devant, eh bien vous allez faire un décentrement vertical, voilà, pour pouvoir monter le support de l'objectif et donc déplacer le centre de l'image projeté par l'objectif dans un endroit proche du bord. Et donc du coup, vous allez déplacer votre trottoir sur le bord et ça va vous permettre de voir apparaître le haut du bâtiment. Donc ça, c'est typiquement un mouvement dont on va se servir en photo d'architecture, en photo de paysage pour pouvoir cadrer un arbre sur un fond de ciel bleu, et ainsi de suite. Voilà. Le décentrement, on peut le faire sur le corps avant, et là, dans ce cas, c'est un décentrement vers le haut. Et si on le fait sur le corps arrière, et bien là, du coup, ça correspond à un mouvement relatif de la platine de l'objectif vers le bas. D'accord? Alors, normalement, il y a des positions qui sont billées, qui correspondent aux valeurs aux valeurs normales d'utilisation. Voilà. Normalement, la chambre, elle est rangée comme ça, je crois. Oui, elle est rangée comme ça. Voilà. Donc, il y a des positions qui sont billées, préférentielles. Mais bon, on peut le mettre tout en bas, ça n'est pas gênant. Ça, c'est le premier décentrement, c'est le décentrement de haut vers le bas. Un autre décentrement que l'on va avoir, qui va se régler avec le bouton, là. Alors, il faut que je réussisse à me souvenir, voilà, ça y est, ça se dirait comme ça. Donc, il y a un petit serrage, là, il y a des serrages sur le côté. Donc, c'est le décentrement latéral, voilà. Donc là, on va pouvoir déplacer l'objectif vers la droite ou vers la gauche, d'accord? Alors, ça ne sert pas souvent, hein, donc ça mériterait que je mette un petit peu de suif dessus. Bon. Vers la droite ou vers la gauche, voilà. Donc ce type de décentrement-là va servir en photo d'architecture, toujours, pour prendre un peu en biais des façades de bâtiments et contourner typiquement un réverbère qui pose problème. Voilà. Donc ça permet, il y a des photos d'exemples dans le bouquin où ça permet de photographier un miroir de face sans être de face, parce qu'on photographie sur le côté, mais comme le dos du dépoli est parallèle au miroir, que le dos de l'objectif, que le plan de l'objectif est parallèle au miroir, on a une orthoscopie qui est parfaite. Et donc ça vous permet de photographier un miroir sans se voir dedans. Voilà, c'est l'application typique du bazar. Après, il y a deux autres mouvements qui là ne sont plus des translations, mais qui sont des rotations. Et ces rotations, on appelle ça des bascules. Alors, alors cette chambre a une particularité, c'est qu'elle a ce qu'on appelle une bascule à la base, c'est-à-dire qu'elle est à la base du format, et en fait elle est même en dehors du format. Et donc quand on va incliner le truc, on va réussir à obtenir, alors je vais resserrer mon truc pour éviter que ça se casse la gueule, voilà, on va réussir à incliner le plan principal de l'objectif. Bien sûr, on a le même mouvement à l'arrière, qui nous permet d'obtenir des bascules. Et bien sûr, ça part vers l'avant. Et vers l'avant, on le verra tout à l'heure.
Et donc ça, l'intérêt de ce mouvement-là, c'est que du coup, le plan du film et le plan de l'objectif ne sont plus parallèles, mais ils se coupent dans une ligne, ils se coupent par une ligne qui est à la croisée des deux plans. Et cette particularité permet d'obtenir une étendue de netteté et donc une profondeur de champ suivant un plan qui va être lui aussi concurrent des deux, qui va être concurrent avec le plan de l'objectif et le plan des polis, et le plan du film. Et donc du coup, ça, c'est l'application typique de ça, c'est photographier en paysage, c'est photographier votre chemin complètement pavé euh, de zéro à l'infini, grosso modo, enfin de zéro, devant vous jusqu'à l'infini. Donc ça, la bascule, elle va vous permettre ça. Elle va vous permettre d'ajuster votre plan de netteté au plan du sujet. Voilà. Ça sert à ça. Alors donc on a des bascules. Alors ça c'est une bascule horizontale parce que l'axe de rotation est horizontal. On a une bascule suivant un axe qui est vertical ici et ça tourne comme ça et puis on a, comme je vous ai dit, les corps sont identiques. Les corps avant et arrière ont les mêmes mouvements et tournent tout pareil. Voilà. La géométrie d'une chambre et qui est l'élément de critère du choix d'une chambre devrait être uniquement sa géométrie. La géométrie de ses mouvements, comment les mouvements sont agencés, comment ils sont réglés, comment ils sont disposés l'un avant l'autre, l'un après l'autre, l'un au-dessus de l'autre, l'un en dessous de l'autre. Voilà. Et c'est là que commence à poser problème pour la norma. Parce que là, vous avez vu, je suis dans une bascule à un axe horizontal, et ça tourne, et ça va, et il n'y a pas de souci. Mais dès que j'ai fait une bascule à l'axe vertical, l'axe est resté vertical. L'axe est resté perpendiculaire au banc qui est en bas. Et donc là, ça crée un phénomène, ce qu'on appelle la nutation, ou rotation parasite. Et en fait, ça tourne pas, et ça tourne pas comme ça devrait. Et donc, ça va pas. Mais c'est une configuration qu'on n'utilise que très très rarement. Voilà. On peut être amené à l'utiliser en photo d'objet, c'est vrai, mais on l'utilise que très très rarement. Il y a une autre chose que permet les bascules, c'est que quand on va mettre deux bascules identiques à l'avant et à l'arrière, alors je le fais à l'œil, hein. Alors il y a des secteurs gradués hein, pour dire exactement où on est. Si, ben, l'œil est bon. Voilà. Donc là, j'ai mis deux bascules. Voilà, j'ai mis deux bascules. Et du coup, mon corps avant et mon corps arrière se retrouvent parallèles. Eh bien, ceci correspond, si j'incline mon banc optique de la même valeur, eh bien, je vais me retrouver avec des corps parallèles et verticaux. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un décentrement indirect. Voilà, là, je vais mettre niveau à bulle, voilà, là, je suis verticaux. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle un décentrement indirect. Voilà, en utilisant les bascules. Donc voilà la possibilité qu'offre la chambre technique, à savoir les bascules et les décentrements. Suivant comment l'ingénieur a dessiné ça, comment le gars a dessiné ça, eh bien on va avoir des choses qui vont fonctionner plus ou moins bien. Le problème de la Cynar, c'est que justement, il y a le problème de ces axes verticaux qui restent perpendiculaires au banc optique. Alors, ce que je ne vous l'ai pas montré, mais on a aussi une bascule horizontale avec un axe vertical à l'avant et à l'arrière. Voilà. Alors, typiquement, ce genre de bascule va nous servir pour photographier une façade quand on est en biais et pouvoir mettre le plan de netteté tout au long de la façade, quel que soit et obtenir ainsi des profondeurs de champ que l'on ne peut obtenir par aucun autre moyen. C'est pour ça que l'on trouve sur les appareils photo
de petit format, ce qu'on appelle des objectifs tilt-shift, qui essayent, comme ils peuvent, de remplacer ce genre d'appareil. Je dis bien comme ils peuvent parce que ils ont des amplitudes de mouvement et des possibilités qui sont quand même beaucoup plus restreintes. Voilà. Enfin, ça marche quand même. Voilà. Donc, la Norma, alors, parlons de la Norma d'une manière générale. Et ça va finir cette vidéo sur la Norma, et puis après je ferai une autre vidéo sur la SINARF, et après une autre vidéo sur la SINARP. Alors, les avantages et les inconvénients de la Norma. L'avantage de la Norma, c'est que c'est une construction métallique complète. On a une très bonne rigidité du corps avant par rapport au corps arrière, ça, il n'y a pas de souci. On a une mise au point à l'avant et une mise au point à l'arrière, vu que les corps sont parfaitement identiques et symétriques. Et moi, par exemple, là, je l'ai monté sur un rail de 15 cm, parce que ça me permet d'avoir une chambre relativement compacte, hein, par rapport au rail de 30 cm qui est là à peu près, facile à transporter, et je me suis aperçu qu'avec cette configuration-là, bah, quand je l'étire au maximum, voilà, hop, et que j'étire la mise au point au maximum là et au maximum là, voilà, j'obtiens à peu près j'obtiens une quantité de tirage qui me permet d'utiliser un 180 mm, 200 mm, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois même le 240 mm, en condition de paysage. Voilà. Donc, je vais au tirage le plus court sur ma focale la plus courte qui est le 47 mm, et je vais avec la focale la plus longue, le 240 mm, en paysage. C'est-à-dire que si j'ai un sujet qui est ne serait-ce qu'à 3 mètres ou 5 mètres, je ne peux pas faire la mise au point à 3 mètres ou 5 mètres avec le 240 mm. Mais pour photographier quelque chose de loin à l'infini et tout ça, ou à 10-20 mètres, ça passe, voilà, de mémoire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la manip pour vérifier. Voilà. Donc du coup, c'est une chambre rigide, finalement pas très lourde, qui se range relativement facilement dans un sac à dos ou chose comme ça. On n'a pas besoin de la démonter. On peut aller à des tirages ridiculement faibles pour les grands angles. Voilà, puisqu'on peut mettre quasiment les trucs à touche-touche. Il ne faut pas oublier qu'il y a un soufflet quand même entre les deux, mais bon, ça passe. Hein, ça passe, faut plier en bas parce que ça touche carrément en bas, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà. Moi, si j'avais un conseil, si vous voulez commencer chez Sinar, si vous voulez commencer en 4.5, si vous voulez faire de l'architecture, si vous voulez faire du paysage, si vous voulez faire avoir un appareil avec le maximum de potentiel, eh bien, la Norma est un excellent choix. Bien sûr, on peut cadrer, donc là, je suis en cadrage horizontal, et quand on veut passer en cadrage vertical, alors, normalement, le levier est de ce côté-là, mais je l'ai inversé parce que pour utiliser un autre dos. On tourne de 90 degrés, hop, hop, et voilà. Et c'est verrouillé, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait l'intérêt du système Sinar, c'est ces planchettes carrées qui permettent de mettre l'objectif dans toutes les positions, le fait que le corps avant et le corps arrière, le cadre avant et le cadre arrière soient identiques en 4.5, et ce qui permet donc d'avoir des soufflets carrés, ce qui permet de monter dans un sens, dans un autre, et ainsi de suite. Voilà, c'est très agréable. Alors effectivement, on n'a pas le dos rotatif qu'on va trouver chez Cambo, par exemple, mais bon, c'est pas très long à changer, à modifier, à tourner. Voilà.
Donc je suis tenté de dire, c'est suffisant, c'est enough, il y a ce qu'il faut, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas trop, ça marche bien. Euh, voilà, il y a d'autres chambres plus compliquées, il y a d'autres chambres plus avec des choses en plus qui finalement, quand on sait s'en servir, n'apportent pas grand-chose. Voilà. Bon, bah écoutez, ça va conclure la vidéo sur la Norma. Pendant cela, soyez éco hein, pour essayer de comprendre, optimiser. Si le 4.5 vous intéresse, si la chambre vous intéresse, si achetez le bouquin, essayez de trouver le bouquin sur... donc le bouquin, je n'ai pas donné son titre. Ça s'appelle Grand format cours de photographie par Karl Koch. Alors Koch, K-O-C-H, et Karl, C-A-R-L. C'était édité aux éditions Paul Montel pour la version française. Voilà, donc je le représente une nouvelle fois. Et donc ça, voilà, essayez de trouver ce bouquin-là, lisez-le, choses comme ça. Il y a un autre, donc ça c'est sans la jaquette, hein, il ressemble à ça, hein, si des fois il n'y a pas la jaquette, parce que les jaquettes, ça souffre un peu. Hein. Bon, il y a un autre livre qui s'appelle Le Grou, qui s'appelle Photo, je me souviens plus comment il s'appelle, euh, Photo grand format, ou un truc comme ça, qui est une version qui apprend les mêmes choses, qui à mon avis explique moins bien, qui offre l'avantage de montrer des chambres d'autres marques que la marque Sinar, mais qui va moins en profondeur et que je trouve moins intéressant. Voilà, quitte à en acheter qu'un, achetez celui-là et pas le Grou. Et si vous ne trouvez pas celui-là, ben, tant pis, achetez le Grou. Vous n'allez pas perdre beaucoup, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, voilà. Mais vous aurez des indications sur les autres chambres qui peuvent finalement vous envoyer vers d'autres marques. Et ça serait dommage parce que Sinar est quand même pas mal, surtout là, alors on n'est plus en 2019, on est en 2020. Quand on voit tout ce qu'on peut trouver d'occasion facilement et pas cher, ça vaut pas le coup de se casser la nénette avec des chambres qui sont peut-être très bien, comme des Perco, des Peco, Perco, je sais plus quoi, ou des Linoff, ou des Cambo, ou des choses comme ça, qui sont moins, ou des Toyo, qui sont moins chères. Elles sont bien, mais elles ont quand même une versatilité qu'elles n'ont pas et que la Sinar a, notamment grâce à son banc rond et ses cadres identiques à l'avant et à l'arrière. Voilà. Il y a une autre marque qui est à peu près pareille, qui est à peu près identique à Sinar, c'est Arca. Arca, alors c'est une marque Arca suisse, qui est à Besançon, qui était en Suisse autrefois et maintenant ils sont à Besançon, et qui fabrique toujours. Donc si vous avez le budget pour acheter une chambre neuve et que vous cherchez une chambre neuve, achetez-vous une Arca. J'ai aucun souci là-dessus. Ce que je n'aime pas bien dans chez Arca, c'est qu'ils ont un banc prismatique qui est moins facile à allonger et qui est moins rigide quand on l'allonge beaucoup. Voilà. Mais sinon, et puis ils ont des cadres avant-arrière qui peuvent être dissymétriques, donc pour les soufflets, les choses comme ça, c'est rapidement... C'est pas compliqué, mais c'est moins versatile. C'est-à-dire que si vous avez besoin de rallonger et de rajouter un soufflet, eh bien vous allez rajouter un soufflet 4-5-4-5 derrière votre soufflet standard, et puis voilà, donc il va vous falloir un montant, et ainsi de suite. De toute façon, il faudra un montant. Si on veut rajouter un soufflet, il faut rajouter un montant. Mais là, au moins chez Sinar, vous prenez n'importe quel montant, vous le mettez au milieu du rail, ou vous mettez un rail, une rallonge, et puis un autre montant arrière d'une autre chambre Sinar, et puis vous continuez votre photo, vous continuez votre réglage, vous n'êtes pas obligé de tout démonter pour tout remonter. Voilà, voilà, voilà. Donc, soyez cool pour essayer de comprendre, optimiser, faites des images. Au revoir.